Bonjour, bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir, bienvenue dans Fais voir ta région. Aujourd'hui, on va s'intéresser au menu, au plan lumière de la ville de Gland avec nos deux invités qui sont là, Christelle Gironi-Deguer et Julien. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. À leur côté, deux jeunes réalisateurs en herbe qui sont sur les fauteuils. Bonjour, les frères Dillon qui reçoivent tout plein de prix. Vous connaissez la maison, on vous pose juste ici, vous restez avec moi. Fais voir ta région, c'est parti. Et la lumière fut. Il y a quelques jours, la ville de Gland faisait voler des drones pour cartographier sa ville, mais aussi mettre en place un plan lumière. J'ai le plaisir d'accueillir nos invités pour en parler. Bonjour, bienvenue. Christelle Gironi-Deguer, bonjour, municipale. Julien, bonjour. Bonjour. Enchanté, vous êtes ingénieur et chef de projet pour la ville de Gland. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler avec vous de ce plan lumière. Objectif, économie d'énergie, meilleure gestion de la lumière, amélioration du sentiment de sécurité et renforcement de l'identité nocturne de la ville. Des lignes directrices en matière d'éclairage public qui figurent notamment dans le plan lumière. J'aimerais d'abord faire un petit rappel, si vous le voulez bien, Christelle Gironi-Deguer, puisque on va revenir sur un changement important et effectif depuis le début d'année, 1er janvier 2025, c'est le fait que désormais, le groupe Romande Énergie assure la maintenance de l'éclairage public de la ville de Gland, succédant ainsi à la SEIC. Comment se passe cette transition ? Alors, en effet, la ville de Gland est propriétaire de ces installations lumineuses, donc elle se doit aussi de l'entretenir de manière correcte et de manière sûre. Donc, nous avons fait un appel d'offres et Romande Énergie a gagné cet appel d'offres. La transition se fait. Il y a eu toute une partie accompagnement aussi avec de la communication, un communiqué de presse et puis un site web mis à jour avec les éléments à savoir pour de la population, des habitants qui verraient une problématique d'éclairage. Eh bien, il y a la possibilité via le site internet de pouvoir identifier ce lampadaire, un éventuel lampadaire défectueux pour pouvoir contacter directement la Romande Énergie. Pour l'instant, il me semble que tout se passe bien, mais peut-être que Julien Beau a des éléments complémentaires. Non, effectivement, la transition s'est très bien passée en tous les cas du point de vue technique, entre la SEIC et la Romande Énergie, des professionnels du milieu et qui ont de fortes connaissances dans le domaine, il n'y a pas eu de problème spécifique. Oui. Pourquoi cet appel d'offres ? Écoutez, comme tout contrat de maintenance, on est soumis à la loi sur les marchés publics en tant que collectivité publique, donc on n'a pas le choix. Et c'est ce qui a été fait pour formaliser un entretien de nos installations. On va revenir alors du coup sur ces drones qui ont volé et survolé la ville. Il y a plusieurs choses à dire. Déjà, tout ça est parti de plusieurs temps. Il y a eu notamment des marches nocturnes qui se sont faites, un appel à la population où les citoyens aussi ont pu intégrer toutes ces études. Le but, c'est quoi ? L'objectif, c'est lequel, Julien ? L'objectif, c'est d'avoir un diagnostic en 2025 du réseau d'éclairage public. Ainsi, on pourra évaluer, analyser les différentes mesures qui seront prises ces prochaines années avec un préavis qui est en cours d'assainissement d'éclairage public où plus de 400 luminaires vont être remplacés. Et puis, nous pourrons analyser l'efficience de ces éclairages et communiquer plus facilement auprès du conseil communal ou de la population. Oui, des défis notamment environnementaux et géopolitiques sur lesquels on va revenir en votre compagnie. Mais prenons des cas concrets, parce qu'on a quelques photos qui ont été prises, parce que ces drones ont pris des photos justement au-dessus de la ville. Alors notamment, on a une vue globale où c'est très amusant quand vous êtes à la maison parce que vous pouvez plonger dans cette vue et aller chercher les détails de la ville, chose qu'on ne peut pas faire ici à l'écran. Mais déjà, si on prend l'ensemble global, une vue globale du parc d'éclairage public de la ville de Gland, Julien, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce qu'il y a des grandes lignes qui sont ressorties ? Alors, moi, en tant que spécialiste, ce qui m'a surpris dans tous les cas, c'est quand même ces différences de couleurs qu'on peut
analysé. À la sortie d'autoroute, à la bretelle de sortie d'autoroute, on a plutôt un orange chaud, alors que dans d'autres secteurs tels que la gare, on se retrouve plus avec des lumières blanches. Hein, ça, c'est très représentatif des technologies qui sont utilisées pour l'éclairage public. C'est-à-dire lesquelles font partie des anciennes technologies et lesquelles font partie des nouvelles technologies? Voilà, alors pour ce qui est des lumières oranges, ce sont des ampoules à sodium, ce sont des anciennes technologies qui étaient très à la mode dans les années 90. Et puis depuis 2010, avec l'essor du LED dans l'éclairage public, beaucoup d'équipements ont été changés. On est plutôt parti vers des lumières plus blanches ou jaunes. Oui, tout ça justement pour avoir un meilleur impact sur l'environnement justement et corriger certains points. Christelle Gironi-Dégard, c'est lesquels? Alors, corriger par exemple l'éclairage trop intensif de l'extérieur des voiries. Hein. Ce qu'on veut, c'est illuminer les trottoirs et les routes, mais limiter, on va dire, la luminosité autour pour protéger notamment la faune, mais aussi pour le bien-être de la population. J'ai eu pas mal de retours de la population qui se disait dérangée par certains de nos anciens lampadaires qui illuminent les jardins, qui illuminent les chambres à coucher, etc. Aujourd'hui, on a cette possibilité justement de focaliser la lumière là où il faut et puis de ne pas illuminer ce qui n'est pas nécessaire finalement. C'est intéressant, hein, si je reviens sur ce que vous dites, c'est qu'on a peut-être une approche sensorielle de la lumière. Hein. Certains sont plus sensibles que d'autres, c'est-à-dire qu'on tient compte vraiment des avis des citoyens et de comment ils se sentent dans l'espace public. Ou est-ce qu'on doit quand même répondre aujourd'hui à des lois? Il faut illuminer. Comment on fait? Oui, alors les lois, je laisserai Beau y répondre, mais les marches nocturnes dans le cadre de l'élaboration du plan lumière ont été vraiment intéressantes parce qu'on est allé se balader dans la nuit avec des spécialistes et puis c'était d'appréhender un peu les peurs, les sensibilités de chacun. Et ça, on a intégré ces éléments-là dans l'élaboration de ce plan lumière. Après, il y a des éléments comme les passages pour piétons, des traversées importantes où il y a des normes et on se doit de les respecter et on ne va pas pouvoir abaisser la lumière à certains endroits. Voilà, techniquement, les nouvelles technologies, les LED, permettent de mieux diriger le flux lumineux sur le domaine public, la chaussée et les trottoirs. Et puis, le second avantage qu'on a avec ces nouvelles technologies, c'est la possibilité de gérer à distance chaque point lumineux ponctuellement. Et cela nous a permis, dans le cadre des mesures que le plan lumière proposait, de procéder à des extinctions nocturnes dans les quartiers résidentiels de 2h à 5h45 du matin. Ça, c'est vraiment innovant, hein. C'est-à-dire qu'on a un plan lumière qui est fait en fonction des besoins des citoyens, qui est fait en fonction aussi peut-être des temps, des saisons. C'est quelque chose qu'on adapte réellement, peut-être même tout au long de l'année. Oui, alors c'est vraiment l'objectif de ce plan lumière, c'est pouvoir avoir on a identifié des chemins majeurs ombre, des chemins majeurs lumière, identifier des temps de la nuit comme vous l'avez indiqué. Et ça, on va pouvoir être opérationnel une fois que l'assainissement sera effectué. Donc à ce stade, on a encore pas massablement de travaux en ville de Gland et cet éclairage, il n'est pas encore totalement installé. Mais c'est l'objectif de ce plan lumière, c'est d'inscrire une politique publique de l'éclairage dans notre ville. Vous dites deux mots qui me font rappeler quelque chose, ombre et lumière. Il y a eu le festival Folg en fin d'année, festivité ombre et lumière à Gland, où notamment il y avait eu des petites pastilles lumineuses qui étaient insérées sur certains lampadaires en ville de Nyon. Est-ce que c'était déjà une manière de tester, en ville de Gland, pardon. Est-ce que c'était déjà une manière de tester certaines choses, Christelle Gironi-Dégard? Oui, l'objectif, en effet, c'est dans ce plan lumière, il y a également toute une partie pour les manifestations. On pense peut-être au 1er août, on pense à Noël. Là, on a testé ce nouveau concept pour l'éclairage de Noël. C'est ces gommes, je ne sais pas si on appelle ça des chaussettes qu'on met des filtres qu'on met aux lampadaires et qui permettent justement de donner ce côté festif dans nos rues. Ça donne notamment des recommandations aussi. On en parlait tout à l'heure avec peut-être des anciennes générations de lumière, des nouvelles. Est-ce qu'aujourd'hui, si on devait recommander certaines choses, notamment au privé, ça serait quoi les recommandations dans les grandes lignes, Julien? Alors, les objectifs, les recommandations principales, ce serait d'éteindre, à l'image de l'éclairage public, d'éteindre les enseignes lumineuses
à partir de minuit, 2 heures du matin, lorsque les passages dans les axes principaux sont très faibles, la densité de trafic ou les passages des citoyens, des piétons diminuent énormément. Ce serait un signe fort pour des économies d'énergie, pour des biens environnementaux auprès de la population. C'est quand même un changement de mentalité, hein, parce que ça dépend où on met le curseur. Est-ce qu'on pense à l'environnement? Est-ce qu'on pense à l'économie et à être visible? En tout cas, lorsque les enseignes souhaitent rester allumées tout au long de la nuit, c'est pour être visible, à défaut de l'environnement. Mais justement, il y a des mentalités à changer. Comment est-ce qu'on crée peut-être ce changement et cette transition? Alors c'est juste, hein, il y a peut-être aussi ce sentiment, et on l'a vu aussi dans les marches nocturnes, il peut y avoir ce sentiment d'insécurité, et on pense aussi au commerce, hein, peut-être que c'est aussi un moyen pour les commerces de rester illuminés, d'éviter peut-être certains vols, etc. Mais enfin, c'est quand même notre devoir aussi de faire des recommandations. Et encore une fois, dans le plan Lumière, il y a aussi tout un chapitre pour les industriels, les commerces et les privés. Donc, architectes et autres. Comme quoi un sujet banal, la lumière, qui semble banal, touche à des domaines très sensibles, à de la politique pure, parce qu'on a vu, hein, c'est des avantages économiques, écologiques, sociaux. Ça vient toucher aussi au thème de la sécurité que vous venez de mentionner, des choses qui sont aujourd'hui sensibles à Gland. Est-ce que vous aviez conscience, justement, aujourd'hui, en préparant ce plan lumière, que finalement, ça venait de toucher à plein d'enjeux de la société et que ça pouvait toucher à des choses très sensibles ? Alors personnellement, oui. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment souhaité avoir ce plan lumière avant d'entamer la deuxième phase de l'assainissement de l'éclairage public. Voilà, l'éclairage, c'est pas simplement un mât et une lumière. Ça touche énormément de choses. Et je pense que la municipalité aujourd'hui est contente d'avoir cet éclairage, ce plan lumière. D'autant plus qu'on imagine éventuellement l'insérer également dans notre nouveau PACOM. Donc c'est un élément qui reste fort au niveau de notre plan climat aussi, et puis du concept Smart City de la ville de Gland. Oui, Julien, vous qui êtes ingénieur, justement, cette manière de penser la lumière, c'est quand même assez neuf, innovant, hein. Est-ce que justement les exécutifs ont toujours conçu cette lumière comme ça, comme un enjeu qui venait toucher tous ces fondamentaux de la société? Non, le virage s'est marqué ces 10 dernières années uniquement. Avec l'essor de ces technologies, on s'est rendu compte qu'il y avait moyen de jouer avec la lumière, hein. Il y a son aspect sécurité publique, mais il y a aussi son aspect plus festif, d'ambiance dans les rues. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, tiens, il faut peut-être travailler ce domaine un peu plus. Oui, il y a notamment des arguments géopolitiques, hein. On se souvient de cette crise énergétique qui nous a touchés aussi ici. Ça a aussi eu un impact finalement ? Ça a sans doute libéré peut-être les budgets un petit peu plus rapidement. Et effectivement, maintenant qu'on a des technologies gérées à distance, pour nous, techniciens, c'est beaucoup plus facile du jour au lendemain de changer la programmation de chaque luminaire. Ah bah oui, avec plus d'argent, ça facilite. Christelle, mais cet événement, la crise énergétique a vraiment aidé dans l'accompagnement de l'extinction de l'éclairage. Je pense qu'il y avait eu cette obligation de le faire pendant la crise, et puis c'est quelque chose qu'on a réussi à maintenir. Et si on n'avait pas eu cette crise, je pense que ça aurait pris beaucoup plus de temps pour aider ou sensibiliser les gens à cette possibilité d'éteindre un instant T de la nuit. La suite du programme, c'est quoi ? Alors, on n'a que 400 luminaires sur 1000 points lumineux qui sont équipés de cette technologie. Le préavis actuellement ouvert va permettre d'assainir encore 400 luminaires supplémentaires, mais il y a effectivement des travaux pour 5 à 10 ans encore sur le réseau d'éclairage public. Christelle Gironnet-Dégard, Julien Beau, merci beaucoup d'être venus sur ce plateau pour nous parler du plan lumière. Et puis on suivra évidemment ce dossier en votre compagnie notamment. Belle suite de journée, à bientôt. Merci. On change de sujet et on donne la parole à 2 jeunes réalisateurs. On les avait reçus il y a un an, pratiquement jour pour jour. Ils nous avaient présenté un documentaire, Le Squalen, pour lequel ils avaient reçu un prix, notamment dans le cadre du festival du film vert. Eh bien, rebelote, cette année, ils reçoivent à nouveau un prix, notamment, mais aussi le prix du mérite citoyen rollois. Ils seront lauréats mercredi soir, une cérémonie à laquelle vous pourrez assister mercredi 12 mars. Rendez-vous à 19h au Casino Théâtre de Rolles. Et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Mathéo et Arturo Mulone. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, félicitations. Bonjour. Bonjour.
C'est drôle, ça va pas changer. Hein. Il y a une année pile, je vous recevais, même configuration, je crois même chemise. Je peux me permettre. Félicitations déjà, puisque vous recevez encore un prix pour le Squalène, dont on va revoir quelques images à l'écran, puisque c'était ce premier documentaire que vous réalisiez. Vous aviez reçu ce prix, le prix des jeunes du Centre Sésame de Rolle. Déjà, recevoir ce deuxième prix des mérites citoyens rollois, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Pour moi, c'est vraiment un accomplissement. Genre, je suis vraiment très, très fière de ça et ça, je suis très content. Oui, déjà, hein, vous disiez que le premier prix, c'était une sacrée jolie réussite. Oui. Qu'est-ce qui a changé depuis ce premier prix que vous avez reçu jusqu'à maintenant? Ça vous a donné envie de faire d'autres documentaires? Comment c'est venu, justement? Oui, ça nous a beaucoup donné envie de continuer. C'était de la motivation. On a changé le style de documentaire pour un style d'animation. Et voilà. Ouais, justement, on va voir cette nouvelle version. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a du changement avec de l'animation. Justement, on en parlait juste à l'instant. Ce documentaire, comment il s'appelle? Il était une fois une krill. Une krill. Et pour ceux qui ne savent pas, on va en parler d'ici quelques instants. Allez, on regarde un extrait. Il était une fois un krill. Ça, c'est Léon, le phytoplancton. Ça, c'est Hélène, la baleine. Cela fait 50 millions d'années que l'on vit en parfaite entente. Je mange le phytoplancton, la baleine mange le krill, et les excréments de la baleine nourrissent le phytoplancton. Quel cycle merveilleux! Et quand tout le monde respecte sa place dans la chaîne, la vie est belle et tout marche à merveille dans ce cycle parfait. Après tout, Léon a une telle importance sur cette planète. Non seulement il produit la moitié de l'oxygène que nous respirons, mais il continue également à capturer le CO2 et à réguler ainsi le climat. Sans Léon, il n'y a plus de vie possible. Mais, voilà, Léon a besoin d'Hélène et Hélène a besoin de moi. Et toute la Terre a besoin de Léon. Alors, très récemment, Romain, l'être humain, est venu nous rejoindre dans notre cercle d'amis. Il nous a fait croire qu'il avait besoin de moi pour nourrir les poissons d'élevage, pour nourrir leurs amis chiens et chats, et aussi pour nous transformer en complément alimentaire oméga 3. La thématique du krill, on a un petit peu changé. Pourquoi vous êtes intéressé à ce petit insecte animal? C'est quoi déjà? Alors le krill, c'est un crustacé et on s'est intéressé à lui parce que c'est vraiment un tout petit élément dans la chaîne trophique, un peu les différentes branches de la chaîne alimentaire. Et il est si petit et inaperçu par rapport au requin qu'on a présenté l'année passée. Donc on a décidé de présenter quelque chose que presque personne connaît. Comme ça, on s'intéresse à des choses beaucoup plus importantes et petites. Oui, c'était ça le défi, hein. C'était vraiment d'aller chercher quelque chose que personne ne connaît. Moi, j'avoue, le krill, je savais même pas que c'était un crustacé. On est passé du gros requin au krill. Comment vous l'avez trouvé déjà, ce crustacé? En fait, on le connaissait déjà un peu parce que sur le film du Squalène, celui de l'année passée, on a parlé de la chaîne trophique, la chaîne dans laquelle le krill est. C'est une chaîne alimentaire, voilà. Et on s'est demandé ce que c'était. On a recherché et on a appris beaucoup de choses. Et donc cette année, on a décidé de faire sur ça. Oui, qu'est-ce qui vous a le plus marqué justement en faisant ces recherches? Qu'est-ce que vous avez appris personnellement? Juste les chiffres qui sont tellement énormes, 200 000 tonnes de krill pêchés par les humains toutes les années. C'est énorme et horrible, juste si on ne peut pas continuer comme ça, parce que là, ça va être une extinction de masse et tout. Donc, on veut peut-être arrêter ça, parce que le krill nourrit la baleine, comme on l'a dit, et le phytoplancton se nourrit de la baleine, des excréments de la baleine. Et le phytoplancton est un des êtres le plus importants sur toutes ces planètes parce qu'il nous donne 70% de notre oxygène. Et est-ce que vous savez justement quel impact ça a chez nous? Parce qu'on parle du krill qui se retrouve finalement dans les mers, dans les océans. Chez nous, on n'en a pas, on a des lacs. Est-ce que ça a un impact chez nous, tout ça, le fait qu'il y ait ces extinctions aussi loin? Oui, parce que, comme mon frère l'a dit dans le film, sans le krill, la baleine ne peut pas se nourrir, donc la baleine va disparaître. Et en fait, dès que la baleine disparaît, il n'y aura plus de phytoplancton. Et le phytoplancton produit énormément d'oxygène. Et l'oxygène, peu importe où on est, on en a besoin. Félicitations, en tout cas les garçons, moi je suis à chaque fois épatée de vous recevoir sur le plateau, de vos connaissances aussi notamment. Dernière petite question, l'année dernière vous avez participé justement au Festival du film vert, est-ce que cette année vous y participez encore? Oui,
tous ces petits courts-métrages sont organisés par le Festival du film vert. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des dates qu'on peut donner à la maison et que les téléspectateurs peuvent venir vous rejoindre lors de ces dates pour voir justement ces documentaires? Alors donc le prochain film court-métrage pour le Festival du film vert, à mon avis, va être l'année prochaine. Probablement autour de la même date, mais on ne sait toujours pas. Donc rendez-vous en mars de l'année prochaine. Ouais. Arturo Matteo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis à la maison, vous pourrez les applaudir, notamment lors de cette cérémonie organisée par la ville de Rolle qui aura lieu mercredi 12 mars au Casino Théâtre de Rolle à 19h. Autre sujet dont on a oublié de vous en parler tout à l'heure, c'est notamment de ce Flyers, le frelon asiatique, un réel danger chez nous. Je vais vous montrer, je vais retourner vers Christelle Gironi-Deguer qui est dans les coulisses. Déjà, je vous montre le Flyers juste ici, prospectus que vous avez certainement reçu. Christelle Gironi-Deguer, vous pouvez venir vers moi, je vous en prie. Voilà, un Flyers qu'on a tous reçu à la maison, mais vous allez notamment faire une séance ce jeudi 13 mars et vous me disiez que c'était une première pour nos villes. Pourquoi ? Parce que le frelon asiatique, c'est une espèce envahissante qui est dangereuse, notamment pour l'être humain, mais surtout pour nos abeilles et donc pour la biodiversité. Et on a souhaité pouvoir mettre en place un plan d'action au niveau de la ville. Donc, il y aura un don de 8 000 francs pour la société d'apiculture de la ville, la société d'apiculture de Nyon, et également une subvention pour nos habitants de 700 francs pour la destruction de nids sur leurs parcelles privées. Et donc, c'est les apiculteurs de notre région qui viennent finalement former tout un chacun. Exactement. Donc, le 13 mars, on a une séance d'information pour le personnel technique communal des différentes communes membres de région de Nyon. Christelle Gironi-Deguer, merci beaucoup. Et puis à la maison, donc, pour ce point, ce rendez-vous et toutes les informations sur ce document. Et puis un petit QR code qui est affiché juste là. Voilà, il apparaît à l'écran. Très belle journée à vous. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Très belle suite de programmes. Ciao, ciao.